Bonjour, bienvenue dans l'épopée du Kundar, numéro 9. Mais alors, c'est quoi mon putain de nom à la fin, se demandent certains? Brice, Chris ou Poisson Fécond? Eh bien c'est très simple, dans la vraie vie on m'appelle Brice, les enfants avec qui je travaille à l'école m'appellent Brice, mais Chris est mon deuxième prénom et je préfère que vous m'appeliez comme ça. Je le trouve plus joli et mon fleur bleu quoi. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours m'appeler Poisson Fécond ou petite salope, hein, ça marche aussi. Ah non. Dans la précédente ODK, je vous avais dit que j'avais de grandes ambitions, amen, et que je rêvais de créer le Kundar. Et l'un des domaines qui m'intéresse beaucoup est, en effet, la création de jeux vidéo. Sachez quand même que vouloir créer des jeux, ça me n'est pas venu comme ça. Comme une envie de pisser, puisque je kiffe trop jouer aux jeux vidéo, t'as vu mec? Pour vous donner un petit peu mon parcours de joueur, eh bien sachez que je joue depuis que je suis tout petit, comme à peu près tout le monde. Mais je suis arrivé à un stade où je suis devenu très critique et difficile sur les jeux vidéo. Et je suis de très près son actualité, notamment sur les sites comme jeuxvideo.com, Gamecult ou Gameblog. Je sais à peu près tout ce qui sort et à peu près tout ce qui se passe, hein, même si dans les faits je ne joue que très rarement. Ce n'est pas faute d'avoir envie ou d'essayer, mais dans la réalité très peu de jeux arrivent à m'intéresser. J'ai toujours des reproches à leur faire. Enfin bref, depuis que je suis tout petit, j'aime créer. J'aime inventer, fabriquer des choses. Je m'éclatais sur les Lego quand j'avais dans les 10 ans. Et dans les jeux vidéo, j'ai très vite adoré ceux où on nous proposait un éditeur de niveau dans lequel on pouvait créer nos propres mondes, quoi. J'ai par exemple passé un temps fou sur l'éditeur de Warcraft 3. J'y avais créé plus d'une centaine de cartes différentes dessus. Même si la plupart ne furent jamais terminées, puisqu'à l'époque j'étais en fait un petit con qui n'arrivait jamais à terminer, à achever ce qu'il avait entrepris. Puis je m'étais mis à RPG Maker, un logiciel qui permettait de créer des jeux dans le style des premiers Final Fantasy. J'ai ensuite essayé Flash avec lequel j'ai créé quelques petits jeux. Puis je me suis mis un peu à la programmation en C et C++. Pour ceux qui l'ignorent, le C++ est par essence le langage de programmation qui a permis de créer la plupart des jeux vidéo. Notamment, je sais pas, par exemple GTA, Assassin's Creed, tout ça c'est fait en C++. Enfin, je sais aussi coder en PHP. Le PHP est quant à lui beaucoup utilisé dans les sites internet. Comme par exemple quand vous remplissez un formulaire ou vous écrivez un commentaire. Salut Julie934, t'es trop charmante. Dis-moi, est-ce que t'as une grande bouche? Il y a de grandes chances qu'il y ait du PHP derrière. Donc, tout ça pour dire que je suis pas un mec chelou qui s'est réveillé un beau matin en me disant si je crée mon jeu vidéo, tiens. Depuis que j'ai 18 ans, ça fait maintenant 8 ans donc déjà, oh putain, oh ça passe vite, oh merde. J'ai pris soin de noter sur mon PC toutes les idées qui me venaient à la tête. Puis les idées sont venues s'agglutiner sur les idées, comme les briques d'une maison quoi. Une belle maison quand même. Ce qui a formé peu à peu toute une liste de jeux différents et variés sur lesquels j'ai eu tout le temps de réfléchir. À l'heure actuelle, j'ai sélectionné dans cette liste celui qui me demandait le moins de temps et d'argent pour être réalisé. Sans trop en dévoiler, je dirais que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Autant l'univers que le gameplay, tout est novateur. Le seul jeu que je connaisse qui pourrait lui ressembler au niveau du style du gameplay s'appelle Paper Please. D'ailleurs, anecdote intéressante, Paper Please a été fait par un seul mec dans sa chambre. Enfin, je sais pas s'il était dans sa chambre, son garage ou ses chiottes, mais il l'a fait tout seul, quoi. Bon, le mec n'était pas non plus un ado boutonneux, hein, puisqu'il avait mine de rien participé au développement d'Uncharted. Uncharted. Ouais, l'un des meilleurs jeux de la PlayStation 3, quand même. Puis bon, le mec, il avait quitté sa boîte pour créer son propre jeu, bien lui en face. Et il créa donc, Paper Please, hein, qui n'a rien à voir avec Uncharted. Un jeu où on joue le rôle d'un douanier à la frontière d'un pays totalitaire, dans le style pays de l'Est, qui doit décider si les arrivants sont autorisés ou non à rentrer dans le pays. Bon, c'est vrai que c'est pas très glamour dit comme ça. En plus, en voyant un petit peu la gueule du jeu, on aura envie de s'enfuir. Et pourtant, le jeu est d'une rare finesse et c'est aussi et surtout un succès phénoménal. Il est sorti il y a même pas un an et il a pourtant déjà été vendu à plus de 500 000 exemplaires. Son créateur est maintenant millionnaire. Et si je compare Paper Please à mon jeu, je suis intimement convaincu qu'il aura lui aussi de très grandes chances d'être aussi un énorme succès. D'autant que là aussi, j'aimerais bien vous dire qu'est-ce qu'il en est exactement, mais... Oh non, je peux pas. Bon, par contre, pour mon jeu, je ne vais pas le créer à l'arrache tout seul dans mon garage. Déjà parce que je n'ai pas de garage, mais parce que j'aurai en fait besoin tout simplement d'un programmeur et d'un graphiste travaillant pour moi à temps complet pendant au moins 6 mois. Parce que même si je sais programmer et dessiner, j'estime ne pas avoir un niveau suffisant pour ce que je souhaite réaliser. Et j'ai fait mes petits calculs. Et si je payais mes 2 employés, et dans un premier temps un peu plus que le SMIC, il me faudrait 25 000 € de budget rien que pour leur salaire. Ben oui, ça fait beaucoup, mais bon, faut prendre les choses au sérieux et je peux pas faire un truc à l'arrache. Tiens, tu veux faire un jeu, ok, on y va. Et cet argent, j'espère le gagner, au moins en partie grâce à mon roman, sur qui je mise de grands espoirs. Et justement, comme le monde est bien fait, on va enchaîner justement sur ce fameux roman. Pour ceux qui débarquent, et qui rien du tout, on va faire un rapide topo sur l'histoire. Le sultan déchu, l'affreux tyran du royaume dans lequel se passe ce bazar, est mort. Ah ouais. Là où dans la plupart des romans de fantasy, on va suivre un héros qui va se faire chier pendant tout le long du livre, pour finalement tuer le grand méchant à la fin. Dans le mien, dès la première page, tout ça c'est déjà plié. Le grand héros responsable de la tuerie, appelé le Messie dans le roman, a tranché la tête du sultan déchu, hop, c'est fini, on n'en parle plus.
Mais le sultan avait des vizirs corrompus sous ses ordres, qui sont pour la plupart capturés avant qu'ils ne s'échappent, et il est décidé par le Messie qu'on leur fasse un procès mémorable, avant de leur couper la tête. Nous allons suivre une jeune fille, engagée dans l'un de ces groupes chargés d'escorter l'un de ces vizirs corrompus prisonniers, jusqu'au tribunal se trouvant à l'autre bout du royaume. Mais le trajet sera semé d'embûches. Il y aura des zombies, une sorte de complot se tramant dans l'ombre, tout ça. C'est bien sûr arrangé dans l'Heroic Fantasy, hein, donc Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, bon voilà. Et c'est très accessible, j'y tiens, dans le sens où je facilite grandement la lecture. Plein d'illustrations dessinées par mes soins, il y a pas mal d'humour et de situations drôles. Malgré les zombies et la mort qui peut venir happer les personnages à tout moment. On peut le dire, hein, l'univers est quand même assez original. On n'est pas dans le truc classique avec les châteaux, les dragons, les orques et compagnie. Là, on est plutôt dans une ambiance orientale avec des palais et compagnie. Et d'immenses mers de sel à traverser. Littéralement, ce sont d'immenses étendues plates composées entièrement de sel. Ça peut paraître assez fantaisiste dit comme ça, mais les mers de sel existent vraiment. En vrai, on les appelle plutôt des déserts de sel ou des sellars. Voilà pour l'histoire, mais après, de façon plus pratique, il va me falloir encore quelques mois de boulot avant que le roman ne sorte. Il faudra aux alentours des 300-350 pages. C'est à peu près la taille du tome 1 ou 2 d'Harry Potter, pour vous donner un ordre d'idée. Et dans un premier temps, il ne sera vendu qu'en ligne sur la boutique Kindle d'Amazon. Je ne passerai pas par un éditeur classique. Déjà parce que de 1, c'est quasi impossible, et de 2, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Et justement, si le roman marche, je le diffuserai moi-même au format papier. Au début, ce sera uniquement en ligne, puisque ça me coûterait beaucoup trop cher. De toute façon, j'ai pas l'argent. Si vous avez une liseuse, ceci est une liseuse, un PC, un smartphone ou une tablette, vous pourrez lire le roman. Et au niveau du prix, je pense pas que ce soit trop cher, je le vendrai pour gagner un petit peu d'argent, 29 €. 29,99 €. Non, je déconne, je le vendrai 99 centimes. je vais rien gagner, du tout, quoi, putain. Sachant qu'à ce prix-là, Amazon va récupérer 65% de la somme, moi je gagnerai que 35 centimes en vrai, à chaque fois que vous achetez le livre. Ouais. Autant dire que j'ai intérêt à en vendre par camion entier si j'espère un jour pouvoir faire mon jeu vidéo. 70 000 exemplaires pour être précis. Ça rigole pas. Ça paraît complètement insensé de croire une seule seconde que je puisse en vendre autant, et croyez-moi, j'en ai bien conscience. La plupart des romans en France ne se vendent qu'à quelques centaines d'exemplaires. Et sur Kindle, c'est encore moins quoi. Mais certains réussissent quand même à décrocher les étoiles et à en vendre des dizaines ou des centaines de milliers d'exemplaires. Toujours en France, sur Kindle, on a Agnès Martin-Lugan, avec un parcours très intéressant, qui a des airs de conte de fées. Puisque son roman est désormais un best-seller qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Alors que Madame était totalement inconnue, mais vraiment totalement, et elle commençait à partir de zéro. Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est le titre, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'était en décembre 2012, si je dis pas de bêtises, elle avait mis en ligne son roman, qui fait à peu près 200 pages, plutôt dans un style sentimental, eau de rose, et elle l'avait vendu pour moins d'1 €. Alors je l'ai lu, ça m'a pas ébloui, mais sans doute parce que je suis un mec et je suis pas sensible à ce style de bouquin. Mais son roman a au moins le mérite d'avoir un style lisse et sobre, qui va droit au but. Un petit peu comme, je sais pas, Guillaume Musso. Et sans faute de français, contrairement à pas mal de bouquins sur Kindle. Où parfois on a plus l'impression de lire un truc qui a été écrit avec les pieds. Alors si ça a marché pour elle, pourquoi pas moi? Dans la réussite de quoi que ce soit, il y a une part de chance, il y a toujours une part de chance, mais il y a aussi le fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui plaise aux autres. Ça paraît évident. Et pourtant, je dis ça puisque une énorme part des livres qui sont publiés en France et probablement dans le monde sont en fait des autobiographies. Pour l'auteur qui a écrit le livre, bien sûr que pour lui, c'est l'histoire la plus passionnante qui soit, car c'est sa propre vie qu'il raconte. Pour chacun d'entre nous, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est soi-même. Mais une autobiographie, si on n'est pas connu comme Steve Jobs ou machin truc, tout le monde s'en fout. Donc même si le livre est écrit merveilleusement bien, il se vendra pas. Faut pas déconner. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis extrêmement impatient de voir si mon roman, qui n'est pas mon autobiographie, se vendra bien. En tout cas, je ne compte même plus les centaines d'heures de boulot que j'ai passé dessus pour le peaufiner et travailler dessus, quoi. Mais ça en vaut la chandelle. Car même si le roman ne se vend pas à mes espérances, je serai très fier de l'avoir publié. Et je pourrais me dire que j'y ai mis toute ma passion pour que ce rêve devienne une réalité.